Bonjour les amis, bienvenue sur Épopée. Je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un like parce qu'on est au Salon international de l'agriculture. C'est un événement majeur en France, notamment pour les amoureux de notre terroir et de notre identité. Parce qu'on va aller à la rencontre de ces Français, de ces agriculteurs, juste de ces visiteurs, de ces entrepreneurs qui font briller la France par son excellence et par la beauté de ces régions, de ces savoir-faire. Suivez-moi, je vous emmène, c'est parti. Là, vous avez sur votre mur, il fait un cagnat. Qu'est-ce que ça veut dire? Que calor, que calor, que calor. Vous parlez catalan là? Non, surtout pas, je parle l'ode, l'âme sud. Vous parlez quoi? Il fait très chaud. Il fait très chaud. Un cagnat, c'est un truc qui tape sur la tête. Hein. Ah ouais, c'est quoi vraiment ok. Ça craint. Là, je vois une biscuite. Alors, une biscuite, c'est... vous savez qu'en fait, une erreur, vous direz, c'est bon, je vais faire une biscuite, je vais la ranger. Je vais corriger le truc vite fait, je vais bidouiller. Ouais, bidouiller le truc. Je fais une bidouille genre. Ok. Vous utilisez vraiment les expressions? Ah oui, franchement, en fait, on a fait ça au bureau. On a lancé un appel à candidature. On a eu 400 messages ce jour-là. C'est génial parce que si on perd les patois, on perd l'accent. Si on perd l'accent, qu'est-ce qu'on est? On est tous des Parisiens? Ouais, et puis souvent, en plus, le français, il tient de... Si, il a un accent. Ah bon? Mais c'est l'accent qui a gagné sur tous les autres. Non, mais vous passez Bordeaux, vous avez quand même un accent fort chez vous. Non, bien sûr, je viens d'Alsace, je connais, mais je veux dire, c'est génial d'avoir conservé ça, donc bravo. Et qu'est-ce que font les Vendéens au stand Corse là? C'est les Corses qui nous ont invités parce qu'on a la même mentalité. Ah ouais, c'est quoi? On aime bien les échanges. Ah ouais. Vous aimez bien les bonnes identités? Oui. Ah oui, Et l'identité vraie. C'est quoi pour vous l'identité vendéenne? L'identité, c'est la convivialité, c'est le partage, la musique, et puis aussi la bonne bouffe. Enfin bon, voilà. En Vendée, oui. En Vendée, on a beaucoup de cœur, on a même un double cœur. Double cœur. Voilà. Je pense qu'il faut conserver notre histoire, mais il faut aussi s'ouvrir sur le partage, sur justement les régions, c'est important ça. Et comment vous expliquez que la Vendée c'est un département qui soit prospère, avec un emploi, avec un taux d'emploi excellent, une industrie, que ce soit un département qui se porte aussi bien? Parce que le Vendéen de nature, il est travailleur, il est courageux. Et en même temps, comme il est convivial, ça se passe très bien. La relation avec le patronat, les supérieurs, il y a des bons échanges et c'est très productif. Quels sont pour vous les plus beaux atouts agricoles et terroirs du département de la Drôme? Les plus beaux atouts. D'abord, le meilleur des atouts, c'est que nous avons des agriculteurs qui sont toujours en train d'essayer d'innover, qui sont des grands travailleurs et qui sont des hommes et des femmes responsables. Ça, c'est le premier atout. Après, oui, on a un terroir qui est riche parce que quand je vous dis qu'on est une petite France agricole à nous tout seuls, c'est qu'il y a beaucoup de variétés et ça, c'est un véritable atout. Ce qui nous permet d'ailleurs de travailler, par exemple, dans nos restaurants scolaires, dans nos collèges, en circuit court parce qu'on peut alimenter tous nos collèges avec des produits locaux que nos agriculteurs produisent. Alors, comment on apprend à sonner de la trompe? Parce que c'est particulier. Alors, il existe aujourd'hui quelques professionnels qui enseignent la trompe de chasse, mais la plupart d'entre nous ont appris avec quelqu'un d'à côté qui savait. C'est beaucoup d'écoute de CD, de cassettes, des choses comme ça, pour se mettre dans l'oreille le coup de trompe, des choses comme ça. Et puis bien sûr, pour les plus érudits, il y a les partitions qui donnent un guide, quoi. La fanfare du sanglier. Elle a été reprise dans des soirées. Oui, dans les TikTok, des trucs comme ça, oui. On en est quelque part un petit peu heureux et fiers. Et c'est très sérieux, ça donne une bonne image de la chasse. C'est-à-dire que la chasse a tellement une image poussiéreuse, etc., que ça montre qu'on peut être aussi au goût du jour, ça peut se mélanger avec... voilà, il faut s'adapter, il faut vivre avec son monde, mais c'est toujours possible. Il y a tout, mais il y a de plus en plus de jeunes dans les associations de chasseurs, etc. Ouais, je pense que c'est comme toute association, il faut de la jeunesse pour que ça perdure, il faut de la jeunesse pour impulser des nouvelles idées, des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire. Toujours sous l'œil bienveillant des anciens pour ne pas non plus, on est dans la tradition, on a des choses comme ça, donc pour ne pas complètement dénaturer tempérer les excès. Voilà. Les plus jeunes aussi.
il faut attirer les plus jeunes, il faut... Là par exemple, on organise une chasse des jeunes demain, enfin pas demain, samedi, il y a plus de 200 personnes qui ont répondu présentes pour ce truc, donc ça fait plaisir. Aujourd'hui, les innovations du monde agricole français sont totalement multiples et diverses. Vous avez des innovations en termes d'élevage, en termes de culture de céréales, mais au-delà de ça, aujourd'hui, on est surtout sur une agriculture dite de management. L'agriculture de demain, l'agriculture d'aujourd'hui même, il est dans une perspective, dans une mentalité où il va devoir gérer une exploitation. Et pour cela, l'IA est évidemment l'un des précurseurs à même du monde agricole, mais vous avez aussi des techniques. Très simplement, ce sont des techniques qui sont à même avec le bien-être animal. Vous avez des techniques aujourd'hui qui sont véritablement à même de pouvoir faire une plus grande productivité, plus grande production, avec un minimum de coûts. Ces innovations, elles sont présentes évidemment sur cette plus grande ferme de France, et oserais-je dire même d'Europe. Et ces innovations-là, elles sont présentes notamment sur le hall 4, qui est le hall un petit peu institutionnel, et vous pouvez trouver tout type d'innovation. La France, oui, et la France aujourd'hui, elle est number one, il faut qu'elle reste number one. Parce que si jamais la France n'est plus number one, on va se faire littéralement bouffer par le reste de l'Europe et notamment du monde. Nous avons des exploitations agricoles magnifiques en France, magnifiques, et des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui ne comptent même pas leurs euros, et qui sont là pour promouvoir à la fois leur terroir, leur territoire. Donc moi je suis venu au salon de l'agriculture, je pensais que j'allais voir des biquettes, des moutons et des vaches, mais on va parler des algues. On est au stand des algues. Pourquoi les algues au salon de l'agriculture? Quelle est cette machine exactement? Donc cette machine, c'est un photobioréacteur pour la production de microalgues. Pour vous donner un petit peu pourquoi les algues sont de l'agriculture, ici c'est le stand de Merci les algues. Merci les algues regroupe à peu près 80 sociétés en France qui travaillent de près ou de loin avec les algues. Les algues ont énormément d'applications, que ce soit pour produire des produits pour l'alimentation humaine, l'alimentation animale et pour l'agriculture. Mais est-ce qu'on n'exploite pas une fois de plus des ressources naturelles? Donc là en l'occurrence la mer, l'océan? Non, on commence à réexploiter les bords d'océan. En Bretagne on a beaucoup d'algues, donc c'est le meilleur endroit pour en ramasser. Justement, il y a des algues par exemple qui posent problème l'été, qu'il y a des industriels comme le monsieur qui vient de me ramener la petite plaquette ici, qui les utilisent lui pour faire des fertilisants pour l'agriculture. Les macroalgues et les microalgues mangent de l'azote et du phosphore, ce qui pose actuellement des problèmes sur nos côtes, ce qui fait des marées vertes, des choses comme ça, ou des problèmes sur les huîtres. Donc ça il y a plein de phosphore libéré par l'élevage et donc elles se nourrissent de ce phosphore. Exactement. Le phosphore et l'azote rejetés par les élevages peuvent être captés par les algues. Et c'est quoi les innovations? Les innovations, vous avez par exemple une machine ici qui est innovante, il y a des brevets dessus. Elle permet aux industriels de développer des nouveaux process innovants, de faire des extractions de molécules d'intérêt dans la cosmétique, la pharmaceutique. Des médicaments aussi sont en train d'être développés avec cette machine. Là, venez goûter par ici, c'est du tartare d'algues. Donc un produit qui est fait sur l'île de Ré et qui est très très bon. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon. Vous avez des gobelets aussi en plastique ici qui sont faits à base de macroalgues. Vous avez 40% de macroalgues dans ce gobelet. Et des sacs poubelles aussi que vous pouvez retrouver dans des grands magasins de grande distribution ici, qui sont notamment Intermarché, la dame est là qui s'en occupe, qui sont à retrouver dans les grandes surfaces et qui sont faits aussi à base d'algues. Et vous avez des chefs derrière nous qui sont en train de cuisiner des burgers avec de la viande dans lesquels il y a des algues. Il y a énormément de choses autour des algues. C'est une filière en plein développement et on est tous là aujourd'hui pour vous la faire connaître. Vous êtes agriculteur vous-même? Non, nous deux, on est en BTS production animale. Donc vous destinez à l'élevage? Oui. Avec les difficultés du monde agricole, ça te fait pas peur, toi, d'aller faire ce métier alors qu'il y a une concurrence internationale hyper forte, il y a des industriels qui prennent des grosses marges? Non, justement, je pense qu'il faut qu'on soit forts et ensemble, les futurs jeunes agriculteurs, il faut qu'on soit soudés entre nous pour faire face à tout ça. Et il ne faut pas qu'on se laisse faire justement par cette concurrence déloyale face aux multinationales ou aux pays d'Amérique, etc. Il va falloir qu'on soit résilients ensemble et être autonome sur les exploitations également. On n'a jamais rien sans rien, donc faut se battre et tout donner pour y arriver, montrer qu'on est capable. Comment un jeune agriculteur comme vous serez bientôt, qui vont s'installer sans doute, vont faire pour vivre de ce métier? De toute façon, c'est un métier de passion. On ne peut pas faire ce métier si on n'est pas passionné par l'élevage, par l'agriculture. C'est parce que c'est la passion des animaux, la passion qui nous a été transmise aussi pour certains des parents, des grands-parents, des oncles, tantes, etc. Moi perso, c'est mon père qui est agriculteur et mon grand-père aussi, donc c'est familial quoi. Enfin, je suis né dedans alors. J'ai quand même cette passion qui me tient à cœur depuis tout petit et j'ai toujours cette envie de reprendre l'exploitation de mes grands-parents à terme. Moi je veux déjà de la vente directe pour préserver le local et la qualité
pas que ça parte n'importe où en France, voire à d'autres pays, parce que c'est un peu la problématique qu'on a. Voilà. Et ouais, les restaurants, que ce soit local aussi. Après, dans l'Ain, moi je suis de l'Ain et il y a des réseaux qui se créent, ça s'appelle la VPA, la viande des pays de l'Ain, où là c'est de la viande 100% qui vient de l'Ain, nourrie, élevée, abattue dans l'Ain. Je suis éleveur de Gascogne des Pyrénées, donc au sud de Toulouse, au niveau de... Ah, c'est la race Gascogne. Oui, c'est la race Gascogne. C'est pas la Gascogne. C'est pas la Gascogne, la petite région agricole. Non. On n'entend pas trop se plaindre des agriculteurs quand même, parce que les cours sont au plus haut. Par contre, il faut savoir qu'on a une décapitalisation qui est depuis 2 ans, on a perdu plus de 500 000 animaux. Donc il y a des gens qui ont vendu énormément d'animaux et du coup on se retrouve. Du fait qu'il y a un manque, les prix remontent. Donc ceux qui ont gardé, tant mieux pour eux. Ceux qui n'en ont plus, tant pis pour eux. Donc voilà. On avait des problèmes aussi de maladies, donc, notamment les maladies MHE et FCO, donc, qui elles, nous ont impacté sur la productivité de nos élevages. Vous avez l'impression qu'on est un peu coupé du monde agricole, un peu coupé de toute cette agriculture de nos jours? Complètement. Surtout quand on vit sur Paris, on a moins l'idée de ce qui se passe ailleurs que dans la région parisienne après le périph'. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe où il y a de plus en plus de gens qui œuvrent pour le bien-être animal, qui sont même végétariens, mais on vit de moins en moins avec les bêtes? On vit moins avec les bêtes, oui, c'est vrai. Est-ce que pour vous c'est une solution aux difficultés des agriculteurs, c'est trouver des débouchés sûrs et du haut de gamme peut-être? Sauf qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Ah oui, vous pensez? Bah non. Si on importait moins de mauvais produits? C'est ça. Après, ce qu'il faut éviter, c'est de faire une alimentation à 2 vitesses. Vous aurez le haut de gamme comme nous on peut faire, et le moins bon qui va venir du Brésil ou du Uruguay et qui va être mauvais, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de l'Union européenne? Est-ce qu'elle défend encore les agriculteurs? Je dirais joker. Joker. Parce qu'il y a le Mercosur, c'est ça qui vous fait sortir le joker? Parce qu'il y a des traités de libre-échange avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes? On vit avec parce qu'il y a la loi du marché, il y a les besoins exprimés par le marché français, parce que tout simplement la production locale n'arrive pas à fournir ce que le marché, ce que la consommation nationale demande. Est-ce que la voix du monde de paysans sera suffisamment entendue pour que ces accords n'aient pas lieu? Je m'interroge, avec l'expérience que j'ai, le vécu du passé, je m'interroge parce qu'il y a des enjeux nationaux, il y a des enjeux internationaux, il y a des enjeux qui sont bien au-delà de l'agriculture. Je vous dirais, est-ce que l'Europe défend le monde agricole? J'ai envie de dire oui, notamment à travers la PAC, mais est-ce que l'Europe peut résoudre les problèmes agricoles, là, tels qu'ils sont posés aujourd'hui, à travers notamment les échanges? Allez, je ne prends pas de risque de vous le dire, en plus je ne représente rien, si ce n'est que moi-même, je vous dirais non, parce qu'il y a d'autres enjeux qui vont être considérés comme supérieurs. Vous comprenez que malgré toutes les alertes du monde agricole, les manifestations, genre cet accord du Mercosur, il passe quand même, c'est désespérant, non? Désespérant, oui, mais après, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à notre échelle? En soi, on n'a jamais eu le contrôle du système. Donc on a toujours été la 3e roue du carrosse, on a le produit, mais on n'a jamais fixé de prix. Donc à l'heure d'aujourd'hui, on laisse faire, et puis comme on a toujours fait faire, enfin je veux dire, ils font ce qu'ils veulent. Hein.